Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. L'Instant Joyeux, l'émission du professeur Joyeux que vous connaissez, ou peut-être pas, si vous avez hiberné pendant quelques années dans un igloo au fin fond de l'Antarctique, je ne sais rien, mais c'est un des plus grands cancérologues, évidemment français, et qui aime parler de prévention, de santé, avec notamment l'association Prévention Famille, Prévention Santé, ou Famille Santé Prévention. Prévention, famille, santé, prévention. Prévention, bonjour professeur. Bonjour Marc, Merci très heureux d'être d'être avec là. vous. Merci, partagé également. On va parler des addictions. Alors évidemment, quand on parle d'addiction, on parle souvent de tabac et d'alcool, ces substances psychoactives qui sont sans doute les plus consommées en France, mais pas que. Et l'actualité récente, hélas, nous en a fait l'écho. Il y a d'autres addictions. Il y a le jeu, il y a aussi l'alimentation, le gras, le sucre, bien entendu, tabac, alcool, et puis toutes les autres addictions illicites, avec bien entendu le cannabis, avec la cocaïne, l'héroïne, le MDMA, l'ecstasy, poppers, hashish, etc., etc. Voilà de cela dont on va parler. Il y a beaucoup à dire Alors attention sur les Marc, addictions. Oui, je ne suis j'ai pas fait une erreur. non, non, pas du tout. Ok. Je ne suis pas addictologue. Donc première chose qu'on va vous dire, mais joyeux, comment il parle des addictions alors qu'il n'est pas addictologue. Vous êtes médecin, vous êtes hein? professeur. Oui, non, non, Vous mais pouvez parler de... je suis cancérologue. Et en tant que cancérologue, chirurgien certes, mais je suis à la retraite du bistouri, mais je suis un passionné par la santé, donc l'addictologie peut conduire au cancer. On va en parler. Mm. Donc, il y a cette partie-là, et puis il y a aussi le bon sens d'un père et d'un grand-père, puisque j'ai bientôt 21e petit-enfant, j'ai 6 enfants, et je n'ai pas du tout envie que mes petits-enfants rentrent dans telle ou telle addiction. Donc, je ne suis pas addictologue, je le dis tout de suite, je ne rentrerai pas dans les détails, mais le problème de l'addictologue, c'est qu'il est addictologue et il est centré là-dessus. Or, ce qu'il faudrait, c'est que cet addictologue, il ait aussi une connaissance drone, ce que j'appelle connaissance drone, un peu au-dessus. La santé, c'est pas uniquement d'être complètement sectorisé dans une spécialité et de ne pas en sortir. Mais vous pouvez Oui. dire ça de toutes les spécialités. Mais bien sûr, mais ce qui m'étonne, c'est que le néphrologue, il vous dira, le foie ne connaît pas. Il sait à peu près où il est, quoi. Celui qui est hépatologue, il vous dira, le rein ne connaît pas. Allez voir un tel. C'est bien, parce que le néphrologue, il connaît tout ça dans le détail de sa spécialité. Mais c'est pas mauvais qu'il ait une idée aussi sur la nutrition, le tube digestif, parce que le rein et le tube digestif sont copains. Le foie et le rein sont copains, etc. Voyez. Donc il faut avoir une vision globale. Et c'est ce que j'essaye d'avoir. C'est pour ça que quand vous m'avez proposé les addictions, je dis bah oui, pourquoi pas. Moi, j'ai pas envie qu'un de mes enfants, petits-enfants, puisse se filer vers telle ou telle addiction. Allons-y. Bon, allons-y. Et on va évidemment répondre à l'ensemble des questions que vous vous Tout posez. à Il y a fait. eu beaucoup de questions Oui, oui. sur ces phénomènes-là. Je parlais évidemment de l'actualité récente qui a été dramatique avec l'affaire Pierre Palmade et les addictions, la cocaïne, la drogue. On a l'impression que cette grande famille des addictions, on y met un petit peu de tout à l'intérieur. Oui, alors, pourquoi y a-t-il des addictions? Parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a de l'angoisse dans la société. Que vous ayez une addiction à la pornographie, que vous ayez une addiction au chocolat, au sucre, à la cocaïne ou autre chose, c'est que vous avez au fond de vous-même une certaine angoisse, un état de stress qui fait que vous avez besoin de neutraliser cette angoisse, ce stress, par l'élément addictif que vous allez choisir. Mais ça n'est pas spécifique à notre époque. Il y a toujours eu du stress dans Non, les il y a sociétés. toujours eu, mais je pense qu'il y a de plus en plus d'addictions, comme, ou du moins par ce que l'on entend sur les médias et ce qui nous revient, sur des personnes qui sont parfois des personnes très médiatiques, si vous voulez. Donc, moi, je pense, je n'ai pas du tout de statistiques à vous donner, mais je crains qu'il y en ait plus que dans le passé, d'autant plus que vous voyez aujourd'hui des lycéens qui sont déjà en addiction. Mm. Vous voyez. Avec l'alcool notamment. Oui, bien sûr, avec l'alcool, drinking, etc. Donc, je me souviens qu'un jour, j'avais vu des jeunes comme ça et qui me disaient que quand ils sortaient en boîte, eh bien, ils allaient acheter des bouteilles de whisky au supermarché parce qu'ils pouvaient les prendre en plus grande quantité et c'était moins cher, plutôt que de les avoir dans la boîte de nuit. Bon. Et il fallait sortir bourré. Bon. Alors, ce n'était pas une addiction chronique, mais je dirais que c'était l'addiction du week-end. Bourré, ça veut dire qu'il faut dégueuler. Alors, ils ne disent pas dégueuler, ils ont un autre mot. Bon, moi, je préfère utiliser les mots français. D'accord. Bon. Donc, là, ils ne sont pas en addiction, mais ils sont en train de s'esquinter. Il y a eu des morts
par ce type de boisson brutale où on se tape le litre de whisky. Je me souviens que quand j'ai été baptisé, lorsque j'ai été reçu à l'internat des hôpitaux à l'âge de 20 ans à Montpellier. Bon, quand vous êtes baptisé, vous êtes bizuté. Bon. Donc vous avez un parrain qui va vous bizuter. Il a pour mission de vous bizuter. Ça veut dire quoi? De vous faire picoler. Je connaissais le système. Donc j'étais avec lui et il avait du whisky, il avait des boissons alcoolisées, fortement alcoolisées, et il me donnait à boire. Je le mettais dans mon palais des saveurs, mais je faisais couler de l'autre côté. Donc je m'étais débrouillé pour être à côté de lui, comme si nous étions très copains, si vous voulez. Lui, je le faisais boire. Enfin, il me donnait la bouteille. Je lui dis, on partage. Vous voyez, je faisais comme si j'étais déjà bourré. Je n'étais pas du tout bourré. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool, mais lui, il a fini à l'horizontale. Bon, il s'en est sorti, pas de problème. Il s'en est sorti. Mais moi, je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Parce que je savais, je faisais couler le long de mon vêtement, le long du cou, je n'ai pas bu une goutte. Donc, c'est là qu'est le danger. Bon. Mais j'étais averti. Bon. En même temps, professeur, il y a des gens qui vont vous dire, bon, qui n'a pas pris une cuite, comme on dit, un samedi soir, ou régulièrement le samedi soir. C'est pas pour autant qu'on est alcoolique et qu'on a des addictions. Mais bien sûr. Mais ça peut commencer. Mais ça peut commencer comme ça, vous avez raison. Donc, une bonne cuite, vous êtes béni, pas de souci. Mais n'ayez pas des cuites régulières. Ouais. Voilà. Et ça, il faut le dire déjà aux jeunes. Et en particulier, dire aux jeunes, attention, parce que quand tu vas être en boîte, on va te proposer ceci ou cela. Et d'autres, vous le savez. Et il y a d'autres addictions qui arrivent aujourd'hui. Je pense notamment les addictions aux écrans de télé, les addictions... ça, c'est une forme d'addiction. Est-ce que l'addiction est une maladie? Je pense que ça peut le devenir. Ça peut le devenir, c'est pour ça que vous avez des addictologues, que vous avez des jeunes ou des moins jeunes qui sont hospitalisés. J'étais, il n'y a pas très longtemps, donné une conférence à Saint-Amand-les-Eaux, où vous avez, puisque vous avez les eaux EAUX, vous avez de quoi jouer à la roulette. D'accord? Bon. Et c'est très intéressant parce que j'ai mangé avec la psychologue. Je ne savais pas, il y a dans ces centres-là toujours une psychologue qui est là pour repérer les gens qui ne se ruinent pas. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle me racontait qu'on voit des hommes ou des femmes qui vont jouer 20 euros, 50 euros, 100 euros, voilà, et qui se font plumer. Bon. Et elle m'a expliqué qu'une personne qui est en addiction au jeu, elle finit par y mettre le prix de sa maison. Le prix de sa maison. Vous avez une maison à 100 000 euros, vous y balancerez les 100 000 euros. À 1 million d'euros, vous y balancerez le million d'euros. Bon, et ça se sait. Donc, ils ont mis des psychologues pour aider les gens à modérer, si vous voulez, leur addiction. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Et c'était très intéressant parce que cette femme, je voyais bien qu'elle avait une compétence sur comment fonctionne notre cerveau quand nous sommes dans un état de jouissance addictive. J'ai gagné 100 euros, j'en avais mis 20, j'ai gagné 400 euros, paf, tout d'un coup j'en perds 500, c'est la catastrophe. Donc les circuits de la récompense, ça ce sont des circuits très importants, très intéressants dans notre cerveau, puisque nous avons le cerveau cortical, je décide de prendre un verre d'eau, bon, je décide de faire ceci ou cela, et puis vous avez le cerveau de l'émotion. C'est ce cerveau de l'émotion qui est stimulé. Et là, vous le générez, vous le régulez difficilement, ce cerveau-là. Pourquoi? Parce que ça arrive dans votre cerveau émotionnel et il faut entrer dans un circuit de récompense qui appelle à une récompense et encore une récompense et encore une récompense, avec l'espérance de gagner. Le nombre de personnes qui sont en train de gratter là sur leur truc, bon, pas de problème. Ils peuvent ne pas être dans une grande et grave addiction, mais quand même, ils sont là en permanence dans l'espérance de. Cette espérance, c'est stimuler mon plaisir de pouvoir, en faisant ça, gagner ceci ou cela. Et puis vous avez des addictions avec des produits qui sont éminemment toxiques. Éminemment toxiques. Alors la cocaïne, le fentanyl et bien d'autres, je ne vais même pas donner ces produits-là, parce qu'ils sont hyper dangereux. Même le hashish, je le déconseille formellement chez un jeune. Ah, ils vous disent, j'en fume un comme ça le week-end, un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Bon, je voyais encore récemment un jeune couple, ils sont le mari et la femme, ils sont extrêmement sympas, ils ont 2 enfants, et j'étais passé dans une école,
Et dans cette école, j'avais parlé justement du problème du tabac, problème du cancer, pour que les enfants ne rentrent pas plus tard dans ce type d'addiction qu'est le tabac. Et c'était intéressant parce que les deux enfants, il y avait un garçon et une fille qui étaient en primaire, hein, donc CM1, CM2. Ils étaient allés dire à leur papa et à leur maman que vous fumez, papa et maman, vous allez faire un cancer. Donc ils ont intégré le mot cancer. Ils ont dit ça aux parents. Les parents sont venus me voir en consultation. Bon, en me disant, on voudrait arrêter parce que nos enfants, ils sont là, ils ont pigé, quoi. Parce que j'ai dit aux enfants, aidez vos parents. Eh bien, les enfants ont aidé les parents à réduire leur addiction. Comment? Par amour des parents pour leurs enfants. Ça n'a pas été facile, hein. Je vous promets que ça n'a pas été facile. Et qu'est-ce que j'ai donné à la place? Chocolat. Non. Mais bien sûr, j'ai donné à la place chocolat. Comme je vous ai dit, en le mettant entre un cive et la joue. Donc, j'ai fait une substitution d'addiction. Parce que le chocolat ne vous donnera pas un cancer. Et là, tous les addictologues vont vous tomber dessus en disant attention, on ne peut pas arrêter une addiction aussi facilement avec 2 carrés de chocolat. Hein. Oui, mais les deux enfants, vous les oubliez. Et l'amour entre le papa et la maman et les enfants, pour les parents, les enfants, c'est de l'or. Voyez, ils ont peut-être pas beaucoup d'argent, mais ils ont l'or de leurs enfants. Donc, et les enfants jouent un rôle essentiel. Quand des gens venaient chez moi, je peux vous dire que si le gars, il arrivait, qui sentait le tabac, il y avait mes enfants qui pouvaient leur dire le tabac, c'est pas bon parce que papa, il nous l'a dit. Donc, ils répétaient la leçon, si vous voulez. Et ils étaient dans les pataclopes, vous savez, les petits clubs de pataclopes pour expliquer alors, le tabac est une addiction grave. Nous voyons des cancers du poumon aujourd'hui chez des jeunes femmes. Des jeunes femmes. Et quand une femme a un cancer du poumon et que vous trouvez un ganglion au niveau du cou lié à son cancer du poumon, ça va être dur. Hein. C'est chimiothérapie, c'est peut-être radiothérapie, chirurgie, c'est peut-être dépassé. Et la fin de vie, c'est dans les 3 ou 4 ans qui suivent. Vous comprenez? Donc il faut être sérieux sur le problème des addictions et aider les gens à comprendre. C'est un problème d'intelligence. Les gens, ils ont des neurones. Toutes les personnes ont des neurones qui sont les mêmes que ceux d'un prix Nobel, mais il faut les utiliser. Donc utiliser l'intelligence, utiliser l'affection. Et dans le domaine de l'addiction, ces éléments-là sont essentiels. Parce que le circuit de la récompense, il peut être dangereux. Essentiel, mais tellement difficile. Parce qu'on sait combien sortir d'une addiction, d'abord, on n'a pas toujours les bonnes personnes à qui s'adresser. On sait que parfois c'est très très long. Oui. On sait qu'il y a des récidives en fonction de l'alcool, en fonction des addictions que l'on peut avoir. Alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes. Il y a tous des numéros verts aujourd'hui, ça aussi c'est une bonne chose, je pense. Et vous parliez donc de l'addiction des jeux. Mais certainement. Il y a aujourd'hui des numéros verts pour ça. Mais certainement. Mais ça veut dire que, je reviens, la cause de tout ça, c'est du stress dans la société. L'addiction au porno, c'est quoi? Bon, le gosse, il regarde un truc de porno, très bien, il a vu un truc, les filles, elles ne sont pas addictions, hein, les filles. Sur le porno. C'est les mecs qui sont en addiction. Bon, alors ils sont en addiction pour le porno, pourquoi? On ne leur a pas expliqué leur sexualité. Ils la découvrent comme ça. Donc ils la découvrent par l'image. C'est quoi ça? Et puis ça les excite. Ça crée chez eux des réactions que nous comprenons parfaitement. Et donc, voilà, on va rentrer dans le système. Vous comprenez? Et donc, je crois qu'il ne faut pas accuser le porno, le gosse qui est en addiction. Il faut accuser le pornographe qui lui met à sa disposition. Ça, c'est autre chose. Pour lui tirer du pognon. Parce que c'est que ça. Vous avez du pognon qu'elle a derrière. Vous avez du pognon avec le hashish, vous avez du pognon avec la cocaïne, vous avez du pognon avec tous les éléments qui peuvent être des éléments addictifs. Donc, il y a du stress, il y a un problème d'argent dans tout ça. Et puis, il y a un problème, je dirais, de pas suffisamment d'informations. Oui, pas suffisamment d'informations. Et pourtant, on a quand même le sentiment que l'information passe. Oui, mais on a une information sur, il y a beaucoup d'addictions, il y a des morts. L'addiction à la sexualité de la personne dont vous avez parlé, que je ne veux pas citer parce que ça me désole, c'est absolument catastrophique, vous voyez. C'est comment le bonhomme en est arrivé là. C'est allé crescendo. Il a mis le petit doigt, c'est pas le petit doigt dans le pot de confiture, il a mis le petit doigt dans le système. Et puis une fois, 2 fois, 3 fois, il est monté, il a passé le bras entier, il a passé son organisme entier. Il ne peut plus s'en passer. Comment il va faire pour s'en sortir? Là, il faut hospitalisation, il faut donner des substitutions par rapport à l'addiction qu'il a. Mais ce qui avait été fait. Oui, mais peut-être ça a été fait plusieurs fois, mais il y a donc eu des récidives. Mais ça veut dire que vous avez raison. Ça veut dire que ça n'a pas suffi. Mais pourquoi ça n'a pas suffi? Je ne connais pas le détail de son dossier. Parce que le gars, il n'est pas suffisamment suivi. Il n'est pas suffisamment suivi. C'est-à-dire, un médecin, par exemple, dans quelque spécialité que ce soit, il va vous donner un traitement. Je vous revois dans 1 mois, je vous revois dans 3 mois. Mais parfois, il faudrait lui dire, je vous revois dans 15 jours,
pour savoir, un, si vous prenez le traitement, deux, comment vous le supportez, trois, est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai dit, quatre, est-ce que vous avez compris aussi que je vous ai donné des conseils autour du médicament, en particulier nutritionnel, sommeil, peut-être yoga, des choses qui sont autour de votre comportement de santé pour vous aider. Je pense que vous avez des récidives, vous avez tout à fait raison, parce que nous ne revoyons pas suffisamment. Je vais vous donner un exemple. En cancérologie, nous voyons un monsieur, une dame que nous opérons d'un cancer. Bon, je vous revois dans un mois. Dans un mois, on vérifie que la cicatrice est bonne, tout va bien. Ensuite, je vous revois dans 6 mois. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe que dans la semaine avant les 6 mois, la personne qui va venir vous voir, elle a la trouille. Qu'est-ce qu'il va me dire et qu'est-ce qu'il cherche? Ce qu'il faut expliquer, c'est je ne cherche pas chez vous, madame, chez vous, monsieur, une récidive. Je suis en train de vérifier que les conseils que je vous ai donnés pour éviter la récidive, vous les suivez. Conseils nutritionnels, sommeil, état général, psychologie, etc. Alors, on vous dit non, allez voir le psychologue. Allez voir celui qui va vous donner des compléments alimentaires. Allez voir. C'est là que pour moi, le cancérologue n'est pas là que pour regarder l'IRM, que pour regarder le scanner, que pour regarder la prise de sang, basta au suivant. Vous voyez? Donc, il faut le voir d'une façon générale. Moi, je le vois. C'est pour ça que la spécialité de la cancérologie m'a toujours passionné, parce que c'est le global de la personne. Ce n'est pas simplement la zone dans laquelle son cancer s'est développé, le rein, le côlon, le poumon, etc. Quand on parle de récidive, et on parlait effectivement de cette personnalité qui a fait l'actualité dramatique que l'on connaît, Oui. L'objectif, ça reste quand même de mettre... D'en sortir. Non, de mettre ces personnes dans des endroits Oui. clos. Et c'est pour ça qu'on fait des cures de désintox Oui. et qu'on reste hospitalisé. Oui. Donc, normalement, le suivi doit être là, à ce moment-là. Oui, alors, ils ont le suivi pendant qu'ils sont hospitalisés. Je me suis occupé d'un jeune qui est malheureusement mort dans l'alcoolisme. Il était hospitalisé très régulièrement. Il est mort en hémorragie digestive parce qu'il a esquinté complètement les varices dites ésophagiennes qu'on a au niveau de l'ésophage. Ça s'est mis à saigner, ça a été la catastrophe. Mais manifestement, ce garçon, ce qui lui a manqué, c'est un bon psychologue, de chercher pourquoi il est rentré en addiction. Et c'est là que vous avez des techniques psychologiques qui sont extrêmement utiles pour repérer la cause. La cause pouvant être que ce gosse, quand il était enfant, il n'a pas eu de famille. Il a vécu dans des conditions difficiles, etc. Et donc, face à ces stress de l'enfance, il y a eu des addictions qui sont rentrées en jeu pour essayer de neutraliser ces stress. Vous voyez, c'est là que les psychologues ont un rôle extrêmement important, à mon avis. Il faut de l'empathie. Il faut essayer de comprendre la personne, il faut essayer de savoir. Quand vous avez un petit garçon de 10 ans qui vous dit « je veux devenir une petite fille », puisque maintenant, c'est une forme de curiosité. Bon, il a 10 ans, il s'appelle Georges, et il veut devenir Georgette. Bon, vous vous dites, attends, il y a un problème là. Comment ça se passe dans la famille? Où est le papa? Où est la maman? Qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce qu'il va au match, cet enfant, avec son papa pour regarder les matchs de rugby? Ou alors il refuse d'y aller? Ou j'en sais rien. Bon, vous voyez, donc là, il y a un problème éducatif. Il y a un problème informatif. Mais aujourd'hui, notre société vous dit, laissez cet enfant qui a envie de devenir Georgette, laissez-le devenir Georgette. Attention, pour devenir Georgette, il va falloir des traitements. Traitement égale maladie. Bon, ils seront pris en charge par la Sécu, on est d'accord. Il va falloir une chirurgie. Georges veut devenir Georgette, il faut opérer. À quel âge il faut opérer? Il faut attendre 15 ans pour qu'il soit opéré? Attention, c'est là que le psychologue a un rôle absolument majeur. Papa est d'accord pour qu'il devienne Georgette. Maman n'est pas d'accord pour qu'il devienne... Qui c'est qui a raison, papa ou maman? Bon, il faut les mettre ensemble. Oui, mais ils sont séparés. Ok, on va discuter. C'est là que le psychologue a un rôle absolument majeur. Nous rentrons dans une forme d'addiction aussi. C'est-à-dire qu'on a mis dans la tête de cet enfant, ben oui, tu es né garçon, mais on s'est peut-être trompé, quoi. Le prénom qu'on t'a donné, il n'est peut-être pas bon. Là, il y a une question de bon sens. Vous savez, moi, je suis un vieux renard dans la société, au sens, j'ai une expérience de vie. J'ai eu 6 enfants, je vous dis, j'attends le 21e petit enfant, j'ai vu des milliers et des milliers de gens, je les ai vus sur la table d'opération, je les ai vus avant l'opération, après l'opération, je les ai vus avec des catastrophes, j'ai vu ensuite les familles pour leur expliquer, c'est grave, ça va mal tourner, ou au contraire, il va peut-être être guéri, mais il faut qu'il fasse ci, il faut ça. Donc il y a une expérience de la vie qui fait que vous pouvez comprendre plus facilement les addictions et aider les gens.
Je vais vous donner un exemple. Un jeune qui prenait énormément de médicaments parce qu'à l'âge de 18 ans, il ne s'adaptait pas à l'école. Il y a beaucoup qui ne s'adaptent pas. Bon. Donc, il ne s'adapte pas à l'école, donc on va voir le psy. Bon. Le psy, il dit, il faut le calmer, ce gosse. Il avait fait une fugue. Bon, il fait une fugue, très bien. Bon. Mais il fait une fugue parce qu'il ne s'adapte pas bien, peut-être dans son milieu familial. Il faut voir un peu ce qui se passe, il faut essayer de comprendre. Ensuite, il est arrivé, moi je l'ai vu 15 ans ou 20 ans plus tard, il avait 16 médicaments. 16 comprimés à prendre tous les jours. Il y en avait pour dormir, pour réguler l'humeur, pour ceci, pour cela. Bon, et il est arrivé à réduire presque complètement, il est presque arrivé au bout, par un plan de réduction qui a été fait par son médecin. C'est pas moi qui l'ai fait parce que c'est pas moi qui le suivais, mais moi je le suivais. Je faisais du vélo avec lui, je promenais avec lui, je discutais avec lui. Donc j'étais en même temps, il me prenait pour un médecin que je suis, c'est exact, mais c'est pas moi qui le traitais. Je donnais des conseils de bon sens. Et il est arrivé bien suivi par un médecin généraliste, alors que psychiatre, c'était je prescris. Comment allez-vous? Je represcris. Ça, c'est excessif. Le problème des addictions aussi, c'est la volonté du patient. La volonté du patient de se soigner, la volonté de prendre conscience qu'effectivement il y a un problème, et c'est souvent sous l'influence de la famille qui lui fait bien comprendre que ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Donc cette prise de conscience-là, elle est aussi chez le patient extrêmement compliquée. Elle est compliquée parce qu'il est dedans et que ça lui régule son angoisse et que lui il se trouve mieux avec une réduction de son angoisse qu'avec l'angoisse permanente qui le travaille, qui rumine, etc. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours les parents qui seront les plus efficaces. C'est sûr. Pourquoi? Parce que le gosse ou l'adulte, il sait très bien que son père âgé lui dira toujours la même chose, que sa mère lui dira toujours la même chose. Donc c'est pas par là. Ça peut être un bon ami. Ça peut être un copain, une copine, quelqu'un dans lequel il a confiance qui va l'aider à sortir de là. On ne peut pas s'en sortir seul. Et la question aussi, la question du côté des familles et de l'entourage, qui est souvent aussi désemparé face à une situation très problématique d'une personne qui est sous addiction. Que doit-on faire dans ces cas-là? Est-ce que on se doit de... Alors moi j'ai entendu dire dans ma famille notamment, mais tu ne vas pas balancer, tu vas pas le trahir. Tu vas pas... mais c'est pour son bien, en même temps, quelque part. Comment la famille doit réagir quand on vit avec quelqu'un qui a une addiction? Vous savez, je vais vous donner un cas précis d'une jeune fille qui se droguait. Ses parents ne s'en rendaient pas compte. Le soir, elle sortait le chien. Bon. Les parents, ils allaient faire dodo, et elle sortait le chien. Mais en réalité, elle partait avec son petit sac, et dedans, il y avait des vêtements pour aller retrouver les copains pour la nuit. Bon. Évidemment, là-dedans, il y avait des addictions. Bon. Puis un beau jour, les parents ils se sont rendus compte, parce que les notes à l'école, comme ça, donc ils ont un peu ouvert les yeux, et ils sont venus me voir pour me dire, on fait quoi? Je ne sais pas, moi. On fait, il faut voir des médecins. Oui, mais on a vu des médecins. Efficacité, zéro. Pourquoi? On voit le médecin, puis revenez dans 3 mois. Je vous donne un médicament, le médicament, il ne marche pas. La gosse, elle continue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je savais qu'il y avait des centres spirituels, vous voyez, que ce soit dans n'importe quelle religion, où ils aident des jeunes à sortir de ces addictions. Ils sont allés dans un centre qui était à l'étranger, et ils ont un peu coincé la jeune en disant on va faire un joli voyage, etc. Et ils ont amené cette jeune fille dans le centre. Elle ne savait pas trop ce que c'était. C'était un joli voyage. Et puis là, finalement, ils l'ont laissée. Bon. Ils l'ont laissée à pleurer les larmes de son corps. Et puis elle a été prise en charge par des gens spécialisés qui lui ont donné des éléments. C'était plus papa-maman. C'était pour elle des étrangers nouveaux, très empathiques, très compréhensifs, en disant bah, écoute, tu vas peut-être continuer, mais on va t'aider à réduire ceci et cela. Et elle s'en est parfaitement sortie. Ça a demandé du temps. Ça a demandé 1 année. Peut-être un peu plus. Vous voyez? Donc là, il y a des stratégies qui ne sont pas des stratégies avec des protocoles qui vous tombent complètement en disant faites ceci et ça va marcher. C'est plus subtil que ça. Difficile. Beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension, mais comprendre que toute personne qui est en addiction, quelle qu'elle soit, c'est une personne qui souffre, pas de l'addiction. Bien sûr qu'elle souffre de son addiction, mais elle souffre du fait qu'elle est rentrée en addiction et elle ne s'en contente pas. Je veux dire par là, elle n'est pas contente d'être en addiction. Elle voudrait bien s'en sortir, elle voudrait bien être contre les autres, comme les autres. Mais c'est que les autres,
il faut qu'il s'occupe de cette personne-là. Donc beaucoup d'empathie, beaucoup d'attitude, de compréhension, pas si vous voulez, pas d'agression, il ne faut pas faire ça, etc. Pas de moralisation, tout ça c'est dangereux, ça ne marche pas. D'où l'aide du psychologue. Mais bien sûr, du bon. Hein. Du bon psychologue, évidemment. Il faut du bon qui est empathique, qui n'est pas simplement là, je vous revois dans 3 mois. Hein. On va voir les questions dans un instant, professeur. Est-ce qu'il y a une dimension génétique dans l'addiction? Non, non, je ne crois pas. Le problème, c'est que si papa, maman se droguent d'une façon ou d'une autre avec du hashish, bon, les petits dont je vous parlais tout à l'heure qui étaient au tabac, il est certain que peut-être que s'ils n'avaient pas entendu un médecin comme moi qui passe pour dire que le tabac, c'est pas bon, ça donne le cancer, ça rentre dans la tête de l'enfant, si j'avais entendu le tabac, il n'y a aucun danger, bon, ben, les gosses arrivaient à 14 ans, ils auraient pris la cigarette comme leurs parents. Bon, on aurait dit génétique, non. Ça sera simplement, on fait comme. Vous voyez, c'est de l'imitation. Nous vivons beaucoup, j'aime beaucoup René Girard là-dessus, dans un système où nous fonctionnons beaucoup par imitation. On observe les autres, ils ont une voiture comme ça, moi je veux la même, ils font ceci, ils font cela, je vais faire la même chose. Et puis ensuite, il y a le bouc émissaire. Ce sont les 2 théories de René Girard qui me paraissent bonnes. Le bouc émissaire, c'est qui est responsable de ça? Bon, c'est jamais moi, c'est toujours l'autre. Alors que celui qui est en addiction, c'est lui qui est responsable. Mais il ne faut pas lui mettre ça sur la tête tout de suite, quoi. Il faut lui dire, on va t'aider à trouver ta vraie responsabilité pour sortir de là. Mais on ne va pas te raconter des salades. Ça va demander du temps. Je prends le cas de l'alcoolisme, par exemple. Ah, bien sûr. L'alcoolisme, combien d'histoires, on a tous entendu ça en disant, mon père était alcoolique, je le suis aussi. Oui, oui. C'est pour ça qu'on peut se poser cette question. C'est de l'imitation. Non, c'est de l'imitation. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous avez, vous savez, le mois de janvier sans alcool. Oui. Bon, c'est une très bonne idée. Bon, il faut tenir. J'ai des cas très précis dans ma tête de personnes qui ont tenu. Mais quand arrive février, on repart, quoi. On se lâche. Vous comprenez? Ouais. Alors, c'est bien. Moi, je dirais non. Que ça soit le vin, que ça soit les alcools forts. On me pose souvent la question au whisky. Bah, écoutez, il y a 52 semaines dans l'année, n'est-ce pas? Bah, ça fait 52 whisky. Ah bon, bah, c'est pas mal quand même ce que je vous permets. Ça en fait 1 par semaine. Mais 1 par semaine, c'est pas 1 par jour. C'est 1 par semaine. Bon. Si on passe par mois, ça en fait 12. Ça fait 12 whisky. Moi, je suis à 12 whisky, si vous voulez. Je ne suis pas à 52. Mais 52, ça ne me ferait pas de mal. Voilà. Mais voilà, il faut aider les gens et il faut y mettre de l'humour. Vous savez, l'humour, c'est un homme que j'aime beaucoup qui m'a appris ça. Il est cousin germain de l'amour. Or, nous vivons dans une société, et l'empathie, c'est l'amour, hein, où on ne se sent pas suffisamment aimé des autres. Hein, vous voyez, on est marqué par ceci, par cela. Et je pense que c'est très important que la personne sente de la part de l'autre qu'il veut vraiment l'aider à s'en sortir et qui va l'accompagner. C'est un peu comme l'accompagnement vers la mort. Quand on est en fin de vie, je suis absolument opposé à la picouse pour vous envoyer dans l'au-delà. Ça je n'accepte pas. Jamais. Grand débat aussi. Jamais je ferai ça. Grand débat. C'est absolument intolérable. Par contre, on peut accompagner. Dieu sait que j'ai accompagné les gens vers la fin de vie et que c'est important pour la personne, pour la famille et aussi pour celui qui accompagne, qui apprend beaucoup de choses. Il faudra faire une émission là-dessus. Bien sûr. Parce que ça, c'est certainement, et je vous donnerai des cas extrêmement précis sur l'accompagnement de fin de vie. Absolument. Et là, vous voyez, je ne partage pas votre avis. Oui, sur très bien. L'accompagnement en fin de vie, et en particulier sur la fin de vie et le droit au choix. C'est très bien, c'est très bien. Ah, c'est intéressant. On en parlera. Alors, les addictions. On va revenir aux questions, professeur, de ceux et celles qui, évidemment, vous regardent et qui ont envie de vous poser ces questions. Alors, juste la première chose qui m'a considérablement étonné, dans les pourcentages des Français et de l'addiction, on parle évidemment de l'héroïne, de la cocaïne, de l'alcool. Et le tabac, qui vient en premier de toutes les addictions, beaucoup ne le considèrent pas comme une addiction. Ah oui, c'en est une. C'en est une, très clairement. Non, mais à partir du moment... Si vous avez une cigarette matin et soir, une après votre café du matin ou votre chocolat du matin et l'autre après le café de midi, il n'y a pas de problème. Mais si c'est le paquet, que vous ne pouvez pas vous en sortir du paquet, et que parfois vous allez même au-delà du paquet, vous êtes en addiction. Il n'y a aucun problème. C'est une addiction. Et quand vous parlez des fumeurs, ils vous disent... Et catastrophique. C'est pas... Mais vous savez que les gens qui sont les grands spécialistes du tabac, au sens où ils vous le vendent, sont en train de réfléchir à trouver une éthique pour...
trouver des moyens, parce qu'on peut dire qu'on peut les accuser d'avoir tué beaucoup de gens quand même, hein, avec le tabac. Beaucoup. L'industrie du tabac, évidemment, et tout ça corrélé avec Bien sûr. l'État, et avec les finances, et avec Tout ce à que fait, ça tout à fait. rapporte. Mais ça Ça rapporte rapporte beaucoup. évidemment beaucoup d'argent. Et puis quand la personne est morte, vous n'avez pas de retraite à payer. Question. D'abord, qu'est-ce qu'une addiction? C'est Bah, vrai une qu'on aurait addiction, pu c'est commencer quand. par ça. Alors, on va prendre une addiction simple, hein, puisqu'on a parlé du chocolat ou une addiction alimentaire. C'est quand vous avez besoin de sucre pour vous calmer, pour vous déstresser. Alors il vous faut du sucre. Alors le sucre, c'est pas simplement le carré de sucre que vous allez prendre, le morceau de sucre, c'est que vous allez le mettre régulièrement dans les produits et qu'il vous faut manger des desserts sucrés de façon excessive. Alors vous allez prendre du poids, vous n'allez pas être content parce que vous allez avoir la plage bientôt, que vous êtes une femme et que vous ne voulez pas vous retrouver comme ci et comme ça. Bon, c'est une habitude. C'est une habitude Mais qui qui va revient se multiplier très et qui souvent. va revenir régulièrement. Et un beau jour, vous allez dire merde, j'arrive pas à m'en passer, quoi. Voilà. Là, on est d'addiction. Quelles sont-elles, ces addictions? Bon, ben, il y a tout. Vous l'avez dit, les addictions alimentaires, les addictions à ce que je respire, les addictions à la sexualité, les addictions à la pornographie, les addictions à tous ces éléments-là, qui fait que vous cherchez en réalité à vous déstresser, soyons clairs. Ça veut dire que vous avez une pathologie de stress et qu'il faut vous aider à sortir de cette pathologie de stress en allant chercher la cause. Ça veut dire que toute addiction est due à ça? Oui. La base de l'addiction, c'est le stress. La base de l'addiction, c'est qu'il y a un ou plusieurs. Hein. Oui. Il y a eu des C'est traumatismes ça. psychologiques, Il y a un trouble. si vous voulez. Ouais. D'ailleurs, la psychotraumatologie, elle est relativement récente. Vous savez quand est-ce qu'elle a commencé en psychologie? Grosso modo, c'est les tours de New York. Quand les tours de Le New World York Trade se sont Center. effondrés, on a vu des gens qui se jetaient pour pas être brûlés, bon, mais qui s'écrasaient en bas. Donc ça a été des chocs psychologiques. Puis vous avez eu tous les attentats. Et aujourd'hui, quand vous avez des choses qui se passent comme ça et que vous n'êtes pas mort, le Bataclan et tout le reste, il vous faut parler avec les gens qui ont vécu ce traumatisme psychologique pour l'évacuer. Je connais un militaire qui a failli mourir au Mali à la suite d'une explosion. Il a vu des trucs déchiquetés, du sang, de ci, de ça. Il a des sommeils qui sont épouvantables. Bon, il a fait des techniques pour essayer de repérer le pourquoi de son manque de sommeil, de ses stress, de ses angoisses, etc. Il est arrêté dans son boulot, etc. Et il a pris un choc psychotraumatologie. Et vous avez, dans les personnes qui sont en addiction, des chocs psychologiques que la personne ne voit pas. Et c'est là que les techniques psychologiques aujourd'hui de l'EMDR ou d'autres techniques d'hypnose peuvent être utiles. Et justement, je pense que ce serait bon que vous invitiez des gens qui sont spécialisés en ce domaine, qui arrivent à faire ressortir ces chocs qui ont eu lieu dans l'enfance, l'adolescence ou à d'autres moments. C'est tous les chocs post-traumatiques, bien sûr. les troubles post-traumatiques dont Bien on sûr. parle beaucoup, notamment pour les militaires que vous évoquez. Tout à fait. Entre autres. Comment devient-on addict? On devient addict à partir du moment où on ne s'en rend plus compte. C'est-à-dire, j'en ai besoin, écoutez, ne m'énervez pas, voilà, j'ai besoin de ma cigarette, j'ai besoin de ma plaquette de chocolat, etc. On ne s'en rend plus compte. On rentre dans le cercle vicieux et on ne sait pas cogner. Et c'est l'entourage qui nous... C'est l'entourage qui va vous le dire, mais qui peut vous énerver, Oui. et qui peut vous dire, va te faire voir, toi tu en as une autre. Voilà. Donc, on ne s'en rend pas compte jusqu'au moment où on va avoir des conséquences pour notre santé, et que ces conséquences, on va repérer que c'est lié à l'addiction. Ça, c'était la question de Louis, qui a 27 ans, qui est à Strasbourg. Autre question sur le plan physiologique et psychologique. La physiologie, c'est le circuit de la récompense. C'est-à-dire que vous avez besoin en permanence du circuit de la récompense, de l'entretenir. Et ce circuit de la récompense, on sait que ce sont des produits qui sont des formes de neurotransmetteurs, si vous voulez, qui vous donnent la dopamine, qui vous donne le plaisir. Il y a des gens qui peuvent avoir des orgasmes, entre guillemets, presque sexuels, en utilisant des addictions. C'est pour ça qu'on voit des addictions au sexe qui sont liées, la personne dont vous parliez, à la consommation de produits, qui fait que vous voulez avoir telle ou telle relation, telle ou telle sensation sexuelle, physique, etc. Dans votre cerveau, vous êtes en train de l'esquinter. Perte de mémoire.
Perte de mémoire, ça veut dire que quand vous arriverez à un âge avancé, ben, vous risquez des maladies neurodégénératives. Et Dieu sait que nous en avons de ces maladies-là. Alors comment ça fonctionne au niveau du cerveau? C'est par le circuit de la récompense qui est entretenu en permanence et que vous avez besoin en permanence de cette petite récompense sans Alors vous c'est en rendre compte. étonnant que vous parliez du circuit de la récompense. Ça devrait être le circuit du plaisir, Oui, mais c'est du plus plaisir. que de la récompense. Oui, c'est le plaisir et qui fait que vous vous récompensez, et vous Ouais. vous donnez du plaisir. C'est récompense au sens de, un peu comme le gosse qui a très bien travaillé, il va avoir un prix. Bon, il est récompensé parce qu'il a bien travaillé, il est content, ça va entretenir son travail et c'est une bonne chose, il faut qu'il continue, quoi. Tandis que là, c'est le plaisir que vous avez pour neutraliser quelque chose qui est en vous et que peut-être vous n'avez pas repéré et qui ne va pas bien. Question donc de Marie, qui a Marie à 32 ans, Divonne-les-Bains, ouais. à Divonne-les-Bains. Vous connaissez Divonne-les-Bains? Oui, bien sûr. Très bien. Bah, vous avez un casino, attention, parce qu'il y a des gens en addiction au casino. Il y a des gens Mais quand je vais dans les casinos, c'est pas pour jouer, c'est parce qu'il y a des grands amphis et qu'on peut donner des Vous conférences. donnez des conférences J'y là-bas. suis allé plusieurs fois. Vous n'êtes pas joueur? Non. Vous n'avez pas d'addiction? J'ai addiction à quoi? Au travail. Mais pas au travail au mot du mot travail, vous savez, qu'on entend aujourd'hui, puisqu'on va avoir des... Au savoir. Oui, c'est ça, une addiction à savoir et à la connaissance sur le fonctionnement du corps humain, c'est-à-dire à la physiologie. L'anatomie, ça je connais bien parce que j'ai farfouillé dans le corps humain beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le fonctionnement du cerveau, là, ça me passionne. Et on trouve des choses encore énormes dans le foie, des choses énormes dans les reins, dans l'intestin, dans l'enzymologie, etc. Je ne suis pas un spécialiste, mais je suis un passionné. Et voilà, si vous voulez, ça c'est une addiction. Bon, elle n'est pas méchante. Voilà. Ça permet d'être avec vous. Et avec grand plaisir. Et la famille. Ah, la famille, ah oui, c'est ça. La famille. Ça, c'est une addiction. Les enfants, les petits-enfants Ouais, c'est ça. et l'épouse. Mon épouse n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est aux États-Unis et elle va accoucher, non pas elle, mais notre dernière fille qui va avoir son 5e enfant. 21e, alors c'est ça? 21e. 21e petit-enfant. Petits-enfants, oui. Incroyable. Voilà. Quelle famille. Oui, oui, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Bon. Autre question de Judith, 26 ans. Tiens, l'Espagne et Madrid, à partir de quand peut-on parler d'addiction alimentaire? Avec quels symptômes? Alors, par exemple, je pourrais vous dire que je consomme beaucoup d'huile d'olive. Bon. On fera une émission sur l'huile d'olive. Bon. Alors, vous êtes en addiction d'huile d'olive, quoi. Non, je ne suis pas en addiction d'huile d'olive parce que j'en prends en quantité suffisante, beaucoup. Pour l'alimentation, j'en mets partout. J'en mets pas dans mon petit déjeuner, sauf que j'en mets sur ma tartine, au lieu de mettre du beurre, petit déjeuner au sens de mon chocolat. Mais je vais en mettre sur ma tartine de sarrasin ou sur ma crêpe de sarrasin avec de l'huile d'olive et un petit peu de sel. Bon, mais l'addiction alimentaire, c'est quand elle va créer chez vous des symptômes, une pathologie. Ça va être du surpoids, ça va être du diabète, ça va être de l'hypertension artérielle. Bon, parce qu'à partir du moment où vous rentrez dans un état de surpoids, votre cœur, il faut qu'il bosse un peu plus pour envoyer du sang vers un organisme qui est trop corpulent, si vous voulez. Donc, l'addiction alimentaire, elle est facile. Et aujourd'hui, elle est souvent liée à des publicités alimentaires qui vous poussent à consommer. Je ne sais pas si vous avez vu prochainement, aux Jeux Olympiques, il va y avoir un yaourt spécial pour les Jeux Olympiques. Donc, on va vous mettre dans la tête qu'avec ça, vous irez plus vite, vous gagnerez plus vite. Des performances physiques oui, extraordinaires. C'est du vent en tempête. Bon, n'empêche que ça va se vendre, tant mieux, pour ceux qui le vendent et qui vont gagner du pognon. Mais c'est pas sérieux. Le danger, c'est que vous risquiez de rentrer en addiction alimentaire. J'ai le cas précis, j'étais à Metz ou à Besançon, dans l'est de la France, quand je suis en conférence, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Vous avez 1000, 2000 personnes devant vous. Alors, les premières années, je viens sur les addictions un petit peu inconscientes. Et je dis, qui c'est qui prend un yaourt tous les jours? Bon, alors tout le monde lève la main, même ceux qui n'en prenaient pas, ils se sont dit, c'est vachement important d'en prendre un pour la santé, quoi. Bon, qui c'est qui en prend deux? Beaucoup de gens lèvent la main. Bon. Et je lui dis, maintenant, je vais vous dire quand est-ce que je le prescris. Et là, je réponds, la veille du départ dans l'au-delà. Paf, ils sont... Et puis, j'entends au premier rang, pourquoi? Mais pourquoi? Et là, j'explique, vous ne mastiquez pas. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Vous avez des facteurs de croissance, vous avez du lactose, vous avez des produits. Alors, certainement, les protéines sont davantage digérées dans le yaourt que dans le lait, je suis d'accord avec vous. Mais non, prenez du fromage. Mais alors, mastiquez-le. On ne va pas dire à ce moment-là, mais attendez, docteur, vous ne poussez pas un peu, là, on ne peut pas être addict quand on prend un yaourt à la fin d'un repas. Non, mais pourquoi vous ne prenez pas plutôt un fruit? Non, mais si je préfère le yaourt.
Ah, si vous préférez, mais parce que vous n'avez pas goûté la pomme. Et parce que la pomme vous fait plus de bien que le yaourt. Non, alors là, Non, mais je veux dire, non, mais c'est pour on rigoler. est sur la thématique de l'addiction. Oui. Vous, Oui. vous Non, pensez mais qu'on peut regardez avoir par des exemple dans addictions une avec ça? maison de retraite. Hmm. Allez voir ce qu'ils mangent au dessert. Ils n'ont pas de fruits. Ça commence à arriver dans certaines maisons de retraite. Mais allez voir. Ils ont un truc qui est enrobé dans du papier et qui est soit au chocolat, très bien, mais il y a du lait dedans, il y a du sucre dedans. Et on utilise l'addiction des personnes âgées à la gourmandise. Alors, je ne suis pas contre la gourmandise, je suis gourmand comme tout le monde, c'est clair. Mais on peut utiliser la publicité pour simuler la gourmandise et rentrer gentiment dans une addiction. Dans une addiction, bien sûr, sans s'en rendre compte. Alors l'addiction alimentaire la plus répandue, c'est le sucre. Le sucre, ouais. C'est pas le gras. On a dit que c'était le gras. On a dit par exemple, quand quelqu'un est en surpoids, c'est parce qu'il mange trop de gras. C'est pas vrai, c'est parce qu'il mange trop de sucre. Parce qu'il transforme le sucre en gras. Voilà. Et ce gras, il va le stocker dans son foie gras. Comme ça que les oies font. Comment faisaient les Égyptiens? D'abord, ils se sont rendus compte que les oies, elles traversent des distances absolument incroyables. Et comment elles font? Eh ben, d'abord, elles se gavent. Donc, elles ont beaucoup d'énergie dans leur foie. Et pour traverser, cette énergie hépatique va être utilisée pour la traverser. Voyez, et puis, ils ont goûté. Ils ont pris quelques oies, ils ont ouvert, ils ont goûté. Waouh, que c'est bon. Bon, et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à gaver les oies. Et c'est comme ça qu'on a eu le foie gras. Et le foie gras, je suis très favorable. C'est excellent pour la santé. Ça aussi, c'est encore un autre débat. Un autre débat. Un autre débat. Mais vous parliez notamment au début d'émission, on parlait de l'addiction au sucre. Et certains considèrent que l'addiction au sucre est pire que l'addiction à la cocaïne. Oh ben non, non, et non. vous dites que non. Non. Alors là, continuez le sucre et stoppez la cocaïne. Il y a pas de... Parce que là, avec la cocaïne, vous allez péter votre cerveau, vous allez esquinter votre cerveau. Ça, c'est absolument certain. Avec le sucre, vous n'allez pas l'arranger sur une longue période de temps, mais on aura le temps, si vous avez 40, 50 ans, 60 ans, de vous aider à réduire votre addiction au sucre. C'est mon problème. En donnant autre chose. Voilà. Autre chose, eh bien, on vous donnera des éléments. Vous allez arrêter le pain blanc, vous allez passer au pain complet. D'accord? Donc déjà, c'est moins sucré au point de vue de la... Vous allez prendre du riz complet et vous allez arrêter le riz blanc. Le riz blanc, ça fonctionne comme du sucre. Vous voyez? Bon, donc on va vous dire, mangez mieux et meilleur. Ah bon? Meilleur? Ah bon, vous ne me donnez pas un régime? Je ne supporte pas le mot régime. On en parlera dans une autre émission. Très intéressant. Non, pas de régime. Je vais vous donner mieux et meilleur. Ah, mieux et meilleur, ça résonne dans votre tête. C'est mieux et c'est meilleur pour votre santé. Et c'est meilleur pour le goût. Parce que dans le meilleur, il y a la santé et il y a le goût. Bon. Et je vais vous apprendre à utiliser vos ratounes. Je vais vous apprendre à utiliser vos glandes salivaires et à fabriquer le litre et demi de salive dont vous avez besoin pour avoir une bonne digestion et être en bonne santé. Je vais vous donner des conseils de bon sens. De bon sens. Ça passe dans la société. Ça passe de plus en plus. Parce que moi, je le vois dans les conférences, j'en donne quand même pas mal, et les retours sont très, très positifs. Beaucoup disent, est-ce que c'est un mythe ou pas? Beaucoup disent que le corps fait une sorte de reset au bout de 21 jours. Et si nous avions notamment une addiction au sucre et que pendant 21 jours, on stoppe cette consommation de sucre excessive, eh bien, le corps se déshabitue. Oui, là, c'est rapide. Hein. 21 jours? Ah ouais, 21 jours, c'est très bien. Pourquoi pas? Si vous y arrivez en 21 jours et que vous ne vous remettez pas dessus, il n'y a pas de problème. Bon, mais c'est un mythe, ça, alors, parce qu'il y a beaucoup de programmes qui sont vendus au travers de cette thématique des 21 jours. Oui, alors ça dépend qu'est-ce qu'on vous prend comme quantité d'argent, première chose. Donc je me méfie beaucoup de ces programmes. C'est comme quand on vous dit, vous êtes en surpoids, on va vous régler votre surpoids en l'espace d'un mois. Non, moi je suis pour le surpoids, pour essayer de perdre 1 kilo par semaine. Si vous perdez le kilo par semaine, c'est déjà pas mal. Et je dis même pas 4 par mois. Je dis 2 par mois. Vous voyez, je dis 1 par semaine, mais visez 2 par mois. Si vous perdez vos 2 kilos par mois, vous êtes sur le bon chemin. Mais si vous avez une réduction drastique de votre quantité de poids en excès, moi je vais vous dire, faites gaffe, vous allez le reprendre rapidement. Bon, méfions-nous donc des marchands de Tout à fait. sommeil. Dès l'adolescence, alors elle s'appelle Pauline, elle a 30 ans, elle est à Mont-Soleil-Mines. Dès l'adolescence, j'ai caché de la nourriture dans ma chambre, on m'a diagnostiqué de l'hyperphagie. Est-ce que ça abîme l'organisme? Bien sûr que ça abîme l'organisme. Alors quand vous avez l'hyperphagie, vous avez l'autre côté. Ça s'appelle l'anorexie mentale. Ce sont des personnes qui mangent et qui se font vomir.
Et vous avez des gens qui vont aller, des personnes, des jeunes, de l'hyperphagie à l'hypo. C'est-à-dire que le jour où ils vont comprendre qu'ils ne sont pas contents parce qu'ils ont de l'acné, parce que, parlons d'une jeune fille, elle est trop forte, qu'on se moque d'elle à l'école, que ci, que ça, là, il y a de la souffrance. Cette souffrance va faire que elle va essayer de sortir de cette hyperphagie, mais si elle est en addiction, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Parce qu'elle a besoin de manger, de manger, de manger. À cause d'un stress profond qu'elle a peut-être pas identifié. C'est là que le psychologue est important. Il y a un Il problème ne faut de pas base. voir le psychologue comme une maladie psychiatrique. Il faut voir le psychologue comme quelqu'un d'empathique qui peut véritablement vous aider. Ça me paraît. Alors, il y a des médecins généralistes qui peuvent être extrêmement psychologues. Et vous n'avez pas besoin d'avoir le psychologue, mais il va vous demander de revenir tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines pour savoir où vous en êtes. C'est ce qu'on disait. Ça, c'est très important. Donc, attention, l'hyperphagie, vous abîmez votre organisme de la même façon que dans l'anorexie mentale, vous abîmez. Vous voyez, je vais vous donner un exemple qui est très intéressant d'une jeune anorexie mentale qu'on m'avait envoyée et qui était, parce que j'étais dans la nutrition, bon, donc elle ne voulait pas manger. Donc, l'idée, c'est aller voir le professeur Joyeux parce qu'il va vous apprendre à manger, il va vous faire consommer ce qu'il faut. Bon, elle arrivait, elle avait vu des tas de nutritionnistes et moi, je ne lui parle pas du tout de nutrition. Pas du tout. Pas du tout. Pas un mot sur la nutrition. Donc déjà, elle était étonnée, alors que tous les autres, tu en avais parlé. Et qu'elle pensait que j'allais lui mettre un petit cathéter dans son corps qui arriverait au niveau de son cœur pour lui amener goutte à goutte, de la nutrition artificielle. Elle pensait ça, c'est ce qu'on lui avait dit. Il est dans la nutrition artificielle, il est dans l'intestin artificiel. Ça a été ma thèse de doctorat en 72, donc il va vous nourrir et vous allez remonter la pente. Vous savez ce que je lui ai dit? Je ne sais pas ce que je lui ai dit, c'est elle qui me l'a dit. C'est-à-dire, elle s'en est sortie, et un jour je l'ai rencontrée dans un dîner, tout ça, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Je lui ai dit, mais vous me dites que je vous ai sauvé la vie. Non, je ne vous ai pas sauvé la vie. Vous ne me racontez pas des histoires. Qu'est-ce que je vous ai dit qui vous a aidé? Vous m'avez dit, quand vous serez amoureuse, ça vous passera. Son problème était là. C'est incroyable. Je ne me souvenais même pas de ce que j'avais dit, mais elle s'en souvenait puisque ça l'avait marqué. Donc, j'avais touché le côté affectif. C'est-à-dire, j'avais touché certainement quelque chose qui était blessé en elle au niveau de son affectivité. Je connais parfaitement son mari, ses enfants, etc. Bon, donc vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Ça vous passera. Ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai supprimé la peur, alors qu'elle s'attendait à ce que je lui parle de calories, de poids, de ci, de ça, etc. Ça vous passera quand vous serez amoureuse. Donc, cherchez la cause. Cherchez la cause. Ouais, cherchez la cause. Et très souvent, ça se passe dans le domaine affectif. Psychotraumatologie. Et Pauline dit comment apaiser justement les pulsions. Alors, comment apaiser dans les pulsions? D'abord, être consciente qu'on en a des pulsions. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, très souvent, la jeune fille, elle en est consciente. Elle vous dit, je ne peux pas m'en passer. D'accord. Donc, il faut faire un transfert. Un peu comme sur l'ordinateur. Vous transférez. Donc, vous allez essayer de lui dire, qu'est-ce que vous aimez le plus? Admettons, elle vous dit, je prends des gâteaux et j'ai besoin d'un dessert sucré. Bon, d'accord. Vous en prenez combien? Je prends 2, je ne peux pas m'en passer, vraiment, tous les jours. Et puis en plus, il y a ça. Bon. Alors vous avez dit, écoutez, on va essayer de changer. Est-ce que vous aimez les fruits? Non, j'aime pas les fruits. Bon. Vous n'aimez pas les fruits, d'accord. Aucun fruit? Ah, si. En général, quand même, il y en a un. C'est lequel? Alors, la banane. En plus, c'est sucré. Bon. La fraise, peu importe. Bon. Écoutez, vous allez préparer vous-même une petite salade de fruits. Vous allez faire une petite assiette, une jolie assiette, et vous allez dessiner avec des fruits un visage. Les yeux, ça sera des grains de raisin, par exemple. Les pommettes, ça sera des morceaux de pommes, etc. Comme les enfants. Ouais, comme les enfants. Vous allez essayer de lui donner des idées, et vous allez voir si ça mord. Si elle ne vous dit pas question, bon, bah, vous n'êtes pas sur le bon chemin, là. Il faut chercher autre chose. Vous allez essayer de l'aider à trouver, si vous voulez, à transférer le produit qu'elle prend de manière pulsionnelle, à le faire passer sur autre chose. Ça ne va pas être évident. Je vous revois la semaine prochaine. La semaine d'après. Impossible. Non, impossible. Bon, d'accord, ben ça ne va pas. Donc, je n'ai pas trouvé le bon truc. Donc, on change. On change. Voilà. On va réfléchir avec. Vous allez interroger d'une manière un peu flic, si vous voulez, mais courtoise. Vous allez interroger qu'est-ce qui est là-dedans. Il y a un problème. Vous n'êtes pas amoureuse par hasard? Elle devient toute rouge. Ah, vous touchez quelque chose.
Oui, il faut aller chercher, mettre le doigt sur le Voilà. point sensible Voilà. qui pourrait justifier l'addiction. Voilà, voilà. Enfin, Vous êtes amoureuse de qui? De quoi? Qu'est-ce qui se passe, hein? Voilà. Il vous a fait un bisou? Il vous a pas fait un bisou? Bon, d'accord. Ouais, acceptez de lui faire un bisou, voilà, ça ira mieux. Ouais. Voilà. Vous voyez? Bon, donc, on va chercher. Mm. C'est pas évident. Mm. C'est pas évident. Alors, moi, en tant que chirurgien et cancérologue, ça fait un peu curieux que je m'occupe de ces choses-là. Mais non, mais c'est passionnant parce que c'est de l'humain. L'anorexie mentale est terrible. Terrible. Il y a des situations absolument... J'ai reçu sur ce même canapé des personnes qui étaient atteintes d'anorexie mentale qui s'en sont effectivement sorties. Pourquoi certaines ne s'en sortent pas de ces J'en ai personnes connu qui ne s'en sont pas sortis. Si on arrive effectivement à Je- mettre je- le doigt ouais, sur alors le problème, j'en ça ai veut dire qu'on connu n'a pas une, trouvé quel était le problème? Et le danger, je vais vous dire, quand vous êtes le médecin, par exemple, cette personne-là était devenue amoureuse de moi. C'était très net. Bon. C'était très très net et elle avait des yeux, c'était des mitraillettes, si vous voulez, et elle voulait me voir presque trop souvent. Tellement que je suis venu avec mon épouse. Mais je ne risquais pas d'être tué, c'est pas ça. Mais pour montrer que non, mon affection ne pouvait pas être. J'étais là pour l'aider et mon épouse était là et je l'ai laissé parler aussi avec mon épouse. À un moment, je me suis retiré pour qu'elle puisse discuter. Ça n'a pas marché. Ça a mal tourné. Je ne s'est pas suicidé, mais en réalité, elle a fini par se Elle s'est suicider. laissée mourir. Ouais, c'est mourir. Il y avait un problème avec les parents. Il y avait une grand-mère qui était décédée, qui était l'amour de sa vie, sa grand-mère. Et cette grand-mère n'était pas là, elle n'était plus là, elle était partie. Et donc, il fallait la rejoindre. Donc, on n'y est pas arrivé, honnêtement. Elle avait vu des psychologues, je ne vous dis pas, des bons comme des mauvais, on voit de tout là-dedans. Et non, c'est pas évident. Non, c'est sûr. Et on s'était vraiment cassé la tête avec mon épouse pour essayer de l'aider. Impossible. Impossible. J'ai vu un garçon, c'est plus rare chez les garçons, ça se voit, qui lui, alors, était en anorexie mentale et faisait en même temps du sport. Ça, c'est une addiction au sport. C'est-à-dire que plus il faisait froid, plus donc la température extérieure était mauvaise et dangereuse, plus il prenait son vélo pour perdre du poids. Un, il se faisait vomir. Deux, il ne fallait pas prendre un gramme de quoi que ce soit. Donc il prenait son vélo et il allait forcer. Il était en addiction au sport. Il y a des addictions au sport. Oui, absolument, Les addictions, absolument, ouais. absolument, Ouais. absolument. Donc là aussi, il y a un problème. Alors, ce n'est pas bien méchant. Je préfère une addiction au sport qu'à la cocaïne. Il n'y a pas de doute. Il faut mettre une hiérarchisation dans tout ça. Mais voyez, moi, je parle d'une manière globale. Et en essayant de voir ça d'un peu haut, en me disant, si c'était un de mes enfants, un de mes petits-enfants, je ferais quoi? Alors, on sait à quel point, lorsqu'on fait du sport, justement, il arrive un moment où on a ce besoin d'activité sportive. J'en ai besoin. Est-ce que cette activité sportive, ce besoin-là, est-ce qu'on est à la frontière de l'addiction? Écoutez, moi j'ai besoin de faire, quand il fait beau, mon tour de vélo entre midi et 1 heure, quand il fait très chaud. Bon, quand il fait très chaud. Pourquoi? Ce qui n'est pas très recommandé. C'est pas recommandé. Voilà. Ben, un, je bois avant. Ouais. Deux, je bois après. Et trois, j'aime beaucoup transpirer. Pourquoi j'aime beaucoup transpirer? Parce que je sais que c'est bon pour ma santé et que la transpiration, vous éliminez des produits. Donc j'ai intégré dans mon psychisme, si vous voulez, que le vélo me fait du bien. Le vélo me fait du bien quand je monte. Ma femme me dit, mais pourquoi tout le temps ça monte? Je dis, parce qu'après ça descend. Il faut bien rigoler. Oui, Mais ça me fait un bien fou. Et en Ouais. même temps, si par exemple j'ai une décision à prendre ou une réflexion à porter sur un sujet où je ne vois pas bien clair, bon, eh ben c'est sur le vélo que je vais trouver la solution. Je ne sais pas pourquoi. Si, je sais un peu pourquoi. Parce que quand vous faites travailler vos articulations, la hanche, les genoux, les coudes, votre corps est en pleine activité physique, bien sûr. Et quand vous pédalez, ben moi, je ne sais pas vélo électrique. Hein. Bon, c'est un vélo à la force des mollets. D'accord. Eh bien, vous faites travailler le circuit de la récompense pour votre cerveau. Ce circuit de la récompense, du plaisir dont vous parliez tout à l'heure, alors que vous faites des efforts. Parfois vous dites, je n'ai pas envie d'y aller. Non, non, non. Tu n'as pas envie d'y aller, là, il faut se parler à soi-même. Tu y vas, tu ne discutes pas, tu y vas. Bon, donc vous vous forcez. Et quand vous êtes sur le vélo, vous vous régalez. Et quand vous arrivez là-haut, sur le vélo, vous pensez à ce sujet que vous avez pris en partant, qui vous triture un peu la tête, etc. Et vous arrivez là-haut, bah, ça y est, vous avez trouvé une petite phrase, un mot, vous avez trouvé une solution. L'activité physique de notre corps permet de réguler positivement les éléments de notre cerveau cortical, décisionnel, et de notre cerveau émotionnel. Mais où tombe-t-on dans l'addiction quand cette activité physique
s'en ressent, mais de manière peut-être un peu excessive. Ah ben ça, c'est le gars qui ne veut pas prendre un poids, un gramme, qui veut être svelte. Alors j'ai un exemple, Oui, mais ça j'ai un m'étonne pas. collaborateur Oui. qui une fois que sa journée de travail est Il part. passée, il a absolument besoin d'aller se mettre sur un tapis de running ou d'aller courir à l'extérieur, Oui. parce qu'il a ce besoin. Mais c'est même, ça lui fait même mal physiquement et psychologiquement Oui. de ne pas le faire. Oui, mais c'est pas bien méchant. C'est pas de l'addiction. Oui, Non. non. Alors, admettons qu'on dise addiction pour celui-là, je ne vais pas lui dire d'aller voir un Oui. psychologue. Je vais lui dire continuez, mais ne vous crevez pas, quoi. Oui, oui, c'est ça. Parce que, non, mais c'est sûr que cette personne, quand elle arrivera à mon âge, il sera quand même dans une bonne forme physique. Mais il faudra qu'il ait continué quand même. Oui. C'est ça. Philippe est à Avignon, il vous pose cette question, professeur, comment Oula. savoir si j'ai une addiction au sexe? Alors ça, vous en parliez justement. Oui, oui, alors là, ça c'est un sujet majeur, l'addiction au sexe. Ça vient, à mon avis, du fait qu'on n'informe pas l'enfant, il faudra faire une émission là-dessus, sur l'âge le plus important de la vie. Alors vous savez, je m'amuse souvent comme ça, quand je suis avec des jeunes ou avec des parents. Je vous pose la question, c'est quoi l'âge le plus important pour votre vie? Alors il y en a qui vous disent, le jour où j'ai réussi un examen, je me suis marié, j'ai eu un enfant, bon bref, des choses belles, très bien. Et je vous dis non, c'est pas ça l'âge le plus important de la vie. L'âge le plus important de la vie, c'est quand vous êtes arrivé à la puberté. Bon. Vous vous souvenez de la puberté? Le garçon, puberté, c'est quoi? Bon, alors parce que la puberté, chez un garçon, ça dure sur plusieurs années. Ouais. Chez une fille, paf, tel jour, il y a le phénomène des règles qui se met en place. C'est beaucoup plus tôt. Chez une fille, ça peut être déjà à l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, bon, etc. Or, quand vous passez l'âge de la puberté, vous rentrez dans un nouvel état hormonal, c'est-à-dire vous, garçons, vous allez fabriquer des hormones, testostérone en particulier, mais d'autres hormones du stress, etc. Et la jeune fille, c'est les deux hormones du cycle féminin. Et il est normal que ces hormones soient des hormones qui jouent un rôle au niveau de votre cerveau. D'accord? Parce que ça circule partout. Et au niveau de votre cerveau, il s'avère qu'il y a de l'affectif. Vous avez l'affectif familial, vous avez l'affectif amitié avec les copains d'école, avec les copines, tout ça c'est mixé maintenant, et c'est une bonne chose. Moi je suis pour des écoles mixtes et pas des écoles où il n'y a que des garçons, que des filles. Et à ce moment-là, vous repérez. Vous repérez, cette fille elle est mignonne. Elle est blonde, elle n'est pas blonde, ça. Puis l'autre aussi, elle est pas mal. Hein. Et puis le garçon, là, il est vachement sympa. Hein. Et puis avec lui, je m'entends très bien. Je m'entends très bien. Mes copains ils me disent que je suis homosexuel. Je ne me sens pas homosexuel. Mais bon, mais j'ai un copain et je préfère être avec des garçons pour taper le ballon, pour jouer au handball, qu'être avec des filles qui m'énervent, par exemple. Je dis n'importe quoi. Bon, donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une attraction sur le problème de notre corps. Vous caressez le bout du nez, pas grand-chose. Vous caressez les oreilles, pas grand-chose. Et puis, vous vous caressez la zigounette. Tiens, il se passe quelque chose. 1, il y a une réaction. 2, il y a du plaisir. 3, il y a une éjaculation. Un jour, un gosse qui vient me voir et qui est là en pleurant et qui me dit, je sais pas, il a 12 ans, moi j'aurais pas d'enfant. Il pleure. Pourquoi tu me dis ça? Il me dit, parce que mon sperme, il est comme de l'eau. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il y a un copain, il m'a expliqué comment on peut se secouer la nouille. Vous comprenez l'expression? D'accord. Bon. Donc il lui a montré masturbation. L'autre, il lui a montré qu'il avait un sperme qui était déjà constitué, donc de sa couleur blanchâtre. Et le petit tout, il a essayé, il y est arrivé. Mais il avait. Et l'autre lui a dit, tu n'auras jamais d'enfant, toi. Vous voyez? Bon. Donc on lui a mis un stress. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas un seul enfant dans notre société, quel que soit cet enfant, quelle que soit l'origine de sa famille, qui n'ait pas pris conscience que son sexe, c'est important. C'est une zone du corps, source de plaisir. Il faut être clair. Bon. Donc, on revient sur le plaisir. À partir du moment où vous allez avoir du stress, vous allez vouloir comprendre comment ça fonctionne, mon corps. Mais à quoi ça sert, ça? À quoi ça sert? C'est pour aller où? Si personne ne vous l'explique, vous allez aller sur Internet, vous allez taper sexe, le mot sexe, et vous allez trouver une inondation d'images. Une inondation d'images qui fait que ça vous crée même des réactions personnelles. Vous vous retrouvez en érection en regardant tel ou tel truc, d'accord? Puis vous avez l'image et vous avez le son. Bon.
Le gosse, il en prend plein la tête, il a 12 ans, il a 13 ans. Je crois que c'est quelque chose comme 25% des enfants de 11 ou 12 ans ont vu des choses sur la pornographie. Je ne suis pas favorable, je vous le dis franchement. Mais pourquoi il a vu ça? Mais parce que tout simplement, on ne lui en a jamais parlé. Si vous n'en parlez pas à votre enfant, si vous ne lui expliquez pas les choses, bon, alors si vous arrivez à 15 ans pour lui expliquer les choses, il vous dit, écoute papa, ne me gonfle pas la tête, j'en sais plus que toi. Il en sait plus que vous, c'est certain, mais vous ne pouvez pas lui parler parce que vous arrivez trop tard. Donc ça veut dire que la puberté d'un garçon, elle démarre grosso modo vers 12 ans. La fille vers 9. Donc ça veut dire que la fille, il va falloir commencer à lui parler, la maman, c'est son boulot, à l'âge de 9 ans. Le garçon, il faut commencer à lui parler vers 10-11 ans. Douce manette. Vous n'allez pas tout lui dire d'un coup. Lui lâcher ça pendant 1 heure, viens, je vais t'expliquer mon fils, quoi. Bon, il faut lui expliquer. Seulement, nous les hommes, les pères que nous sommes, est-ce que nous n'avons pas quelques problèmes avec notre propre sexualité pour en parler à notre enfant? Vous comprenez? Est-ce que nous osons ou nous n'osons pas? Qu'est-ce que nous allons lui dire? Si nous lui expliquons les choses, bon, il va prendre du recul par rapport à ça. Il va même vous poser des questions. Parce que vous êtes, à ce moment-là de son âge, 10-11 ans, vous êtes biblique, si vous voulez, au sens, pas de la Bible, mais du sens de confiance totale. Si vous arrivez à 15 ans, papa, tu me fais chier, quoi. Vous comprenez? Alors, comment savoir si j'ai une addiction au sexe? Vous pouvez avoir une addiction à l'image, vous avez une addiction à l'audio, vous pouvez avoir une addiction au sexe lui-même. C'est-à-dire, il n'y a pas une fille qui va vous résister, quoi. Il faut que vous les sautiez toutes. Ou alors, vous allez prendre une claque avec une fille qui a de l'expérience, j'ai vu ça déjà, elle a de l'expérience avec d'autres garçons, elle va vous dire, t'es nul, quoi. Et imaginez qu'à 14-15 ans, il y a une fille qui vous dise à un garçon au cours d'une relation sexuelle, tu es nul, il se prend ça 1 fois, il se prend ça 2 fois. Je dis, je suis fait pourquoi, moi, là-dedans? Et puis il y a un copain qui va lui dire, non, je vais t'expliquer, quoi. Sujet important. Visiblement, c'est le mien? Il chante. Je n'ai pas relancé exprès. On n'a pas fait l'heure, là? Donc, quasiment, on va pas tarder. Ouais. Ah, 55. Et t'as entendu le cri? Tu me diras juste à combien? Tu peux noter à combien? Combien c'était? 1 heure. Bon, On a fait 55 minutes? Ouais. Ok. Une autre question. Oui, très bien. Ah ouais, ça aussi. On y va. Alors, autre question, professeur, et ça aussi, on a parlé justement dans l'introduction des addictions, et peut-être des nouvelles addictions, puisqu'il y a toute cette génération de jeux vidéo, mes parents qui s'inquiètent et me parlent d'addiction aux jeux vidéo. Comment on gère ça? Alors, moi, je ne suis pas favorable aux jeux vidéo, première chose. Ni à la télévision. Ni à la télévision. Ça dépend. ABC Talk, top niveau. Merci. Il n'y a pas de problème. Non, mais Non, ça, alors, les jeux vidéo, je vais vous dire, il y a 2 solutions. Vos petits-enfants, ils n'ont pas de tablette de jeu? Non. De jeu? Non. Ils ne jouent pas sur les tablettes? Non. Ah bon? Non. Donc, ils n'ont pas la télé chez papy? Non. Ils n'ont pas de tablette de jeu? Non. Waouh! Mais ils la réclament pas. Ouais. Ils la réclament pas. Ouais, parce que chez eux non plus. Non, j'ai un de mes petits-enfants, par exemple, son copain lui dit, t'as pas de bagnole? Il dit non. Et tu n'as pas de téléphone portable? Il dit non. T'as pas la télé chez toi? Il dit non. Mais t'es pauvre. Je trouvais ça extraordinaire. C'est presque abusif, je reconnais. Alors, venons pour les jeux vidéo. D'abord, vous avez les parents qui jouent, le père qui joue. Pourquoi pas? C'est vrai. Pourquoi pas? Il peut aider son fils à gérer. Ils peuvent jouer ensemble. Ça peut être un moyen. Le problème, le père joue pas. Moi, je joue pas. Bon. Mais vous avez un enfant qui joue. Il joue parce qu'il n'est pas allé chez les copains et qu'il a acheté, il s'est débrouillé pour avoir, etc., etc. Bon, et là, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il est en addiction. Alors là, ce qu'il faut, c'est lui donner un temps limité. Tu as une demi-heure, 1 heure, je ne sais rien. Bon. Bon. Mais c'est vrai que les psychologues le disent eux-mêmes, c'est pas quand même très bon. Pas très bon. Au-delà de ce que est le jeu, parce que vous avez tous les jeux possibles et imaginables,
Est-ce que ce sont des jeux d'adresse? Oui, peut-être. Moi, je préférais qu'il ait une addiction au sport, quoi. Et qu'il aille courir. Alors maintenant, vous avez des programmes de jeux qui Ben, si. favorisent l'intellect. Ben ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. que on permet à l'enfant de jouer, mais en réfléchissant à une Oui, stratégie de oui, mais jeu, etc. ouais. Ça non plus? Pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas opposé à ça. Mais je préfère qu'ils lisent Mm. de la littérature, qu'ils bouquinent. Les enfants ne lisent pas assez. Ils lisent pas assez. Ils sont trop sur les écrans. D'ailleurs, tout le monde le dit, les psychologues, les On a fait médecins, des émissions là-dessus tout le monde aussi. le dit. Il y a eu Ouais, des ouais, émissions là-dessus. ouais, ouais. Bon, donc, oui, ça existe incontestablement. Et c'est pas bon. Attention que l'addiction au jeu ne devienne pas un jour une addiction à autre chose. Mm, mm, C'est assez clair. mm, Vous voyez, on passe d'une addiction à une autre. mm. Bon, c'est pas bon. Donc, comment je peux gérer ça? Alors, je peux le gérer avec mes parents, je peux le gérer avec un psychologue, je peux le gérer avec un addictologue. On élargit ça, si vous voulez, son territoire. Il faut simplement que les parents en prennent conscience Ben, bien sûr. qu'il y a ce problème-là. Et c'est là toute la difficulté. C'est qu'on se dit, oui, il le fait de temps en temps. Mais ce de temps en temps est peut-être déjà excessif. C'est déjà C'est peut-être vrai. excessif. Donc, il peut-être faut, un- il faut regarder ça de bonne heure. Alors sur les téléphones portables, sur les tablettes, sur les ordinateurs et tout ce qui comporte justement les jeux vidéo, moi je repensais à vos petits-enfants et une réflexion qu'on a eue aussi qui était de dire mais on ne peut pas les exclure de la société. Et le fait de ne pas avoir justement ces moyens Oui. de communication ou de support, Oui. c'est une manière de les exclure socialement. Oui, mais c'est faux, ça, c'est pour stimuler la vente des différents trucs, et des écrans. Je vais vous dire, moi, je ne regarde pas la télé, j'en sais plus que ceux qui la regardent parce qu'ils m'en parlent. Bon, quand j'étais plus jeune, on a eu la télévision le jour où on s'est rendu compte que nos enfants, ils allaient chez les voisins pour la regarder. Donc, on a acheté la télé et on a mis les cassettes à l'époque. Vous voyez, le geste de Ouais, la les cassette. VHS, ouais. Et alors, qu'est-ce que nous faisions avec mon épouse? On regardait le programme et les gosses regardaient les programmes. Bon, là, il y a tel film ou telle émission, on aimerait la regarder. Ok, pas de problème, on va l'enregistrer. On va l'enregistrer. Donc, elle était enregistrée, puisqu'on pouvait le faire. Et puis ensuite, on la regardera, tranquillement, le dimanche, samedi, etc. Bon. Et puis le gosse, il vous revient de l'école, les copains, ils l'ont vu. Il me dit, papa, c'est nul. Le copain, il m'a dit, hein, c'est nul. Bon. Donc, en regardant en replay, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Il y a du recul qui est pris, vous en entendez parler par les copains, par les voisins, etc. Et vous comprenez qu'il n'y a pas BZF dedans. Il n'y a rien, quoi. Bon, donc, je pense que c'est un bon moyen de regarder avec en replay. Je pense que le replay, c'est une bonne chose. Ouais. Et qu'il ne faut pas se presser pour se précipiter. On peut être en addiction au jour le jour. Par exemple, l'addiction pour regarder TF1 ou Antenne 2 aux 13h. Addiction. Moi, mon père était arrivé à avoir une addiction à la fin de sa vie. Il avait la télé et il n'était pas question qu'entre telle heure et telle heure, il ne puisse pas voir telle émission. C'était addictogène complet. Et cette addiction, on lui disait, t'en retire-toi, que dalle, c'est nul. Pourquoi tu regardes? Voilà, que dalle, c'est nul. C'est souvent ça. Vous avez des émissions, je ne regarde pas, mais je sais qu'il y a des émissions au jeu, dans l'après-midi, etc. C'est fait pour vous manipuler, tout ça. Il y a des addictions dans tout ça. Bon, maintenant, chacun fait ce qu'il veut. C'est évidemment la liberté. On entend beaucoup de gens, effectivement, qui parlent des séries. Par exemple, Oui, des des séries séries, télé. oui. Vous pouvez Netflix, tomber addict d'une série Oui. télé et vous pouvez Oui. pas... Oui, oui, il regardait une série télé d'ailleurs, mon père, sur l'amour. Je pense qu'il avait besoin de regarder ça. et à la fin de sa vie, il était devenu plus sympa avec ma mère. C'était beau de les voir la main dans la main. Comme quoi, il y a des... Peut-être, non, mais comme quoi c'était une bonne Des choses addiction. positives, Jamais absolument. trop tard, quoi. Pour terminer, il y a des bonnes addictions? Le sport. Ouais. Oui. Le sport. Prendre des aliments qui vous sont utiles pour votre santé en sachant les prendre dans les bons moments, ce qu'on a dit ce matin ou hier, je ne sais plus, sur le chocolat, qui peut être utile. Faire attention, une bonne addiction au sommeil, c'est pas de dormir 12 heures, mais vous savez, vous avez 24 heures. Dans les 24 heures, l'architecte de la vie, il a bien réfléchi des choses. Vous avez 3 fois 8. 3 fois 8, 24. Il ne faut pas le voir pour l'ouvrier qui travaille 8 heures, non. Il faut voir 3 fois 8, 24. Ça veut dire que vous avez 8 heures de sommeil, max. Bon, si vous, moi, 6, 7, c'est bon. Bon, mais 8 heures, ok. Il vous en reste 16. Dans les 16, qu'est-ce que vous allez faire? 1 heure au petit déjeuner,
1 heure au repas du midi, 1 heure au repas du soir. Ça vous fait 3 de moins. Il vous reste 13 heures. Pendant 13 heures, vous pouvez en faire des choses. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez travailler, vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez 13 heures. Mais le sommeil est réparateur de votre journée. Parce que dans la journée, on se fatigue. On bosse, on a des décisions à prendre, bonnes ou mauvaises. Il faut réfléchir au lendemain, etc. Vous voyez, donc, moi, j'ai une addiction à quoi? À apprendre le maximum de choses sur le corps humain avant que je m'envole. Voilà. Une addiction à la vie. Oui, à la vie, exactement. Hein, à la vie. on pourrait résumer ça comme ça. Vous n'avez pas écrit sur l'addiction? Vous n'avez pas fait Non, de livre non, sur je n'ai pas écrit sur l'addiction? l'addiction. Non, mais il faudrait le faire avec un addictologue, là. Voyez, mais je craindrais, en prenant un addictologue, que nous fassions un livre de 500 pages, tellement il y a d'addiction. Ah oui, oui. Voilà. Évidemment. Et puis alors on dit alors cocaïne, alors hashish, alors chocolat, Alcool, etc. cigarette. Bon, on n'en finirait plus, quoi. Mm. Non, je pense que là, nous avons fait une émission de bon sens, me semble-t-il, sans être un spécialiste de la dictologie, d'une personne qui a une certaine expérience de la vie et qui ne va pas pousser les gens dans des addictions quelles qu'elles soient. Merci beaucoup, professeur. Portez-vous bien. Allez, à vous aussi. Merci infiniment. Vous partagez, vous commentez comme toujours et on se retrouve très vite pour l'instant joyeux. C'est sur ABC Talk. Salut.